De vous retrouver. Et cette fois-ci, donc non seulement je m'agite devant mon écran, mais en plus avec la voix, c'est quand même plus sympa pour vous. Donc pour ce webinaire organisé par Demos et Bérénice Conseil sur les meilleures, les très bonnes pratiques du télétravail et évidemment du management à distance, parce que les deux sont indissociables. On a préparé ce webinaire ensemble avec nos amis de Demos. Je vais vous expliquer en deux mots ce que j'y fais et puis pourquoi Bérénice Conseil, donc tout ça, mais bon, peu importe. On fera juste quelque chose de rapide. Ce qui est important, en fait, c'est qu'on va vraiment essayer de vous faire un feedback qui vient complètement du terrain. Donc, c'est ça l'intérêt. C'est qu'on va faire à la fois un mélange qui vient d'études, d'analyses à une échelle France, Europe de l'Ouest, OCDE, et en même temps de véritables retours du terrain. Et donc, c'est tout ça qu'on a concaténé pour vous en préparant ce webinaire pour vous présenter tous ces feedbacks et donc dont l'agenda est celui-ci, les atouts du télétravail qu'on va évoquer ensemble, parce que finalement on sait que ça a beaucoup d'avantages, mais c'est mieux quand on explique pourquoi est-ce que démontrent les études, quelles sont les meilleures pratiques pour hyper bien travailler en télétravail et effectivement comment on fonctionne le mieux possible à distance, soit en tant que collaborateur, soit en tant que manager, soit les deux, et puis les principales idées reçues, les croyances, les craintes, tout ce qu'il y a finalement on va dire, d'invention humaine et d'interprétation autour de ce sujet qu'est le télétravail. On parlera évidemment de quelques clés pour bien manager à distance. Et puis, on a prévu une séance de questions-réponses à la fin. Ce sera plus simple de fonctionner comme ça. En revanche, n'hésitez pas à bien noter vos questions-réponses, vos questions directement dans le Q&A que vous avez quelque part sur votre écran et les réponses viendront directement ensuite quand on aura terminé ces quelques slides. Alors, à propos des slides, on va tous vous les donner. Donc, vous recevrez demain directement de nos amis de Demos, vous recevrez l'ensemble de ces slides que je vous aurai présentés aujourd'hui, ainsi que le replay complet, bon, avec les 2 minutes de démarrage où il n'y avait pas de son, mais bon, c'est pas grave. Et ça vous permettra effectivement, si vous voulez éclaircir quelques points, de directement retrouver ça en vidéo. Dernière chose, vous aurez également mes coordonnées, parce que je fais le SAV, c'est-à-dire que si vous avez des questions à poser ou des points sur lesquels c'était pas complètement clair ou que vous voulez approfondir, aucun souci, on a l'habitude. Vous aurez mes coordonnées, email, téléphone, vous pourrez me joindre et ce sera un vrai plaisir de vous répondre. Voilà. Donc vous vous dites, mais c'est qui ce type qui s'agite devant son écran? Alors, deux, trois éléments sur qui je suis. Donc je m'appelle Gaël Salomon, j'adore la stratégie opérationnelle, j'adore l'engagement des équipes, j'adore le développement des entreprises. J'ai fondé un cabinet il y a quelques années qui s'appelle Bérénice Conseil et qui accompagne les entreprises dans tous les sujets de croissance, de développement, d'organisation, d'efficience et énormément de tout ce qui a trait à l'engagement des équipes. J'ai écrit beaucoup de choses, d'articles, etc. Donc voilà, ce sont vraiment des sujets que j'aime énormément en stratégie et en management. Et puis, j'ai également une fonction supplémentaire, c'est que depuis quelques mois, j'occupe maintenant au sein de Demos le rôle de directeur de toute la stratégie et de la transformation du groupe Demos. Voilà, d'où effectivement ce webinaire en commun entre Demos et Bérénice Conseil. Voilà pour me présenter très, très, très rapidement. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet et aborder vraiment un aspect clé qui est de dire, mais c'est chouette le télétravail, on trouve que c'est plutôt intéressant, mais qu'est-ce que véritablement ça a d'intéressant? Qu'est-ce que ça montre véritablement? C'est quoi les retours que montrent les études? Alors, il y a 4 types de retours. Le plus intéressant pour commencer, c'est de dire que d'abord, pour toutes les équipes, évidemment, on s'est rendu compte que ça a amené beaucoup moins de stress et beaucoup moins de fatigue parce qu'on n'a pas à courir à attraper le bus, le métro, le RER ou à se lancer dans les bouchons avec sa voiture. Les conditions de travail, et ça je vais y revenir après, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une invitée surprise avec le télétravail qui, je vous rappelle, a été généralisé et forcé à l'époque du premier confinement, il y a à peu près 3 ans, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il y a une invitée surprise qui est absolument géniale, c'est une bien meilleure concentration pour beaucoup de personnes, et ça, on va développer un peu plus loin. Il y a évidemment aussi, en tout cas en théorie, sur le papier, un meilleur équilibre vie pro, vie perso, parce que moins de déplacements, et parce qu'en théorie, on peut directement couper et basculer de la vie pro à la vie privée en quelques instants. Bon, c'est pas si simple.
Et là aussi, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'on se rend compte en réalité que la vie pro a quand même tendance à grignoter beaucoup d'espace sur la vie privée. Donc ça, il y a quelques alertes assez importantes et on va y revenir. Et puis, on s'est aussi rendu compte que pour beaucoup de personnes, ça avait naturellement, de fait ou de force parfois, amené beaucoup plus d'autonomie et plus de responsabilité pour chacune et pour chacun dans ses propres missions. Alors, ça a aussi fait grandir les entreprises. Il y a eu une grande époque, après le greenwashing, où on faisait semblant d'être écolo, il y a eu le human washing. Moi, j'ai travaillé, notamment, je me souviens très très bien d'un groupe où j'ai passé quelques années, où ça ne faisait que ça, on faisait semblant d'être humain, et puis en réalité, c'était une gabegie totale au niveau humain, ce qui était juste inimaginable. Et bien, heureusement, vous imaginez que ce groupe, moi je l'ai quitté entre-temps, mais heureusement, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, tout ce contexte-là, autour du confinement à l'époque, autour ensuite de la pénurie de talent, il y a un ensemble de choses ont fait qu'énormément d'entreprises se sont enfin posé la véritable question de l'accompagnement des équipes, de l'engagement des équipes et de la QVCT, de la réelle QVCT, qualité de vie, conditions de travail. Et donc ça a été aussi un vrai élément de progrès. Alors, degré ou de force, mais en tout cas, le résultat est là. Quelque part, le télétravail et tout ce qui va autour, tout cet environnement de rapport au travail qui a énormément évolué depuis 3 ans, en fait, du coup, a amené beaucoup d'entreprises à se poser véritablement, et je dirais sincèrement, la question de l'accompagnement des équipes. Ça a aussi amené, de fait, encore une fois, beaucoup de souplesse dans l'organisation du travail, dans les modes de travail. Ça a du coup induit dans beaucoup d'entreprises qui étaient extrêmement industrialisées, extrêmement normées, rigoristes à l'extrême, ça a amené beaucoup plus d'agilité. Et donc, nous, on l'observe sur le terrain, on a vu l'ADN de beaucoup d'entreprises véritablement se transformer pour aller vers une meilleure flexibilité. Et puis, c'est aussi tout doucement une nouvelle culture managériale qui s'infuse dans l'entreprise. Et ça, c'est absolument génial, parce qu'on voit bien les managers qui évoluent et qui sont obligés d'aller vers plus d'autonomie et plus de confiance. Ben oui, parce que les équipes à distance, que ce soit un télétravail à temps plein, comme au début, pendant les périodes de confinement, ou aujourd'hui, où beaucoup d'entreprises sont restées sur un télétravail en mode hybride, 2 jours par semaine à peu près dans l'immense majorité des entreprises, mais en réalité, ça oblige les managers à re-questionner leur façon de manager. Ça oblige les managers, effectivement, à laisser plus d'autonomie, à montrer davantage de confiance, à être plus clairs sur leurs objectifs vis-à-vis des équipes, à être plus clairs dans leur communication, à être plus assidus aussi, et donc, quelque part, à se reposer également la question de la cohésion, à la fois individuellement avec chacune et chacun des membres de leur équipe, et puis collective. Comment, en tant que manager, je fais en sorte de préserver un collectif, alors que finalement, on ne se croise réellement au bureau qu'un jour ou 2 par semaine. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et de ce point de vue-là, l'avènement du télétravail a été, et la généralisation, même partielle, a été extrêmement positive, et pas seulement en France, et pas seulement en Europe, mais vraiment dans l'immense majorité des pays occidentaux, voire au-delà. Donc c'est vraiment un élément qui est très très intéressant et très révélateur. Et puis, évidemment, vous le savez mieux que moi, l'empreinte carbone réduite, mais oui, moins de déplacements, moins d'usure, oui, de ressources énergétiques, oui, d'usure des pneus, de tout ce que vous voulez, et qui fait qu'au final, tout ça évidemment fait que globalement, l'empreinte carbone est globalement un petit peu réduite quand même si je sais que quand on est en télétravail chez soi, on chauffe davantage son intérieur. Donc bon, c'est pas non plus les 8-10% de baisse de l'empreinte carbone qu'il y a eu pendant le premier confinement, mais on est quand même sur quelque chose qui reste positif et qui va dans le bon sens. Alors, je précise que dans ce que je vais vous dire dans les minutes et d'ici la fin de ce webinaire, il y a très probablement beaucoup de choses que vous savez déjà, et tant mieux, ça veut dire que je vais enfoncer des portes ouvertes, et c'est pas grave, ça me va bien, j'assume, mais quelque part, ce que je vais vous dire et les études qu'on synthétise et les feedbacks terrain qu'on a et qu'on va vous partager, quelque part, ça vient conforter ce que vous saviez déjà, et puis j'ai l'espoir que quand même, je vais vous apporter quelques infos supplémentaires, et notamment ce que je vous expliquais au tout début, pour ceux qui n'étaient pas encore là, cette volonté pour nous de concaténer pas mal d'études d'un côté, de l'autre des retours terrain, et de vous livrer ça aujourd'hui. C'est notre cadeau de la journée. Voilà. Alors, quelles sont les meilleures pratiques du télétravail? Qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce que montrent toutes les études, y compris celles en lien avec la médecine du travail, qui a beaucoup bossé sur le sujet, qu'on connaît assez bien? Alors, le plus important quand on bosse de chez soi, et pardon encore une fois d'enfoncer ces portes ouvertes, c'est d'arriver impérativement à trouver un vrai, véritable équilibre et une vraie frontière entre le pro et le privé. C'est très simple.
Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'une immensité de personnes avaient beaucoup plus de difficultés de par le fait que quelque part, c'est le travail qui s'invite dans un lieu où finalement on n'avait pas trop l'habitude qu'il soit précédemment, le télétravail. Et donc finalement, pour beaucoup de personnes, ça a été difficile d'arriver à véritablement mettre en place une frontière entre le pro et le privé. Et laisser le PC allumé, et puis s'il y a un bing-bing qui nous dit, tiens, il y a un mail qui est arrivé, bah, même s'il est 21h30, je vais aller voir. Et puis, tiens, j'ai oublié d'envoyer tel truc à Micheline, donc hop, je vais immédiatement aller me connecter pour lui envoyer l'info, etc., etc. Et donc, ça veut dire que, en fait, on ne déconnecte pas. Alors, vous êtes probablement tous des gros bosseurs. Dans la vraie vie aujourd'hui, il peut nous arriver parfois de déborder et de gérer un dossier important le soir. C'est la vraie vie, ça arrive à beaucoup de gens et c'est pas grave. Le problème, c'est que quand on commence à le faire absolument tous les jours, là, ça devient vraiment un problème. Alors, il y a des études vachement intéressantes qui ont été en fait opérées sur le sujet pour essayer de comprendre quels étaient les meilleurs gestes pour arriver à vraiment montrer une frontière entre le pro et le privé. Et les résultats sont extrêmement simples et à la portée d'un enfant. L'idée, c'est d'arriver à véritablement avoir une rupture entre la journée de travail et le temps où on est à la maison, ce qui n'est pas forcément simple encore une fois, parce que c'est le même environnement la plupart du temps, même si on s'est fait un petit bureau un peu sympa dans un coin. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un outil absolument essentiel qui était juste ce doigt-là pour arriver à éteindre son PC le soir. Là, vraiment, toutes les études le montrent. Quand on ferme son PC le soir et qu'on range ces 3 dossiers, qu'on les empile, vraiment cérébralement, psychologiquement, on ferme sa journée de travail. C'est tout bête, mais toutes les études le montrent, c'est ultra, ultra important. Un autre élément, c'est qu'on est très souvent dérangé quand on est en télétravail à la maison. Alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, en 2023, parce que de plus en plus, nos proches, eux-mêmes parfois en télétravail, ou eux-mêmes en tout cas accoutumés au sujet, savent qu'ils ne doivent pas trop nous déranger. Néanmoins, c'est quand même pas mal, surtout quand on a des jeunes ou des ados à la maison, effectivement, de bien dire à quel moment on ne peut et on ne veut surtout pas être dérangé. On est dans la sphère pro et surtout on ne peut pas et on ne veut pas être dérangé. Et puis le dernier truc dont on s'est rendu compte, c'est l'ultrasynthèse que je vous fais là, mais le tout dernier truc super important dont on s'est rendu compte, c'est que si possible, il faut avoir, même si on n'a pas tous un château avec où on peut se faire effectivement des pièces dédiées au télétravail où on ne retourne plus après, mais l'idée c'est d'essayer de rester le plus loin possible de l'espace de travail pendant le temps libre. C'est vraiment va des rétro-travaillas, surtout je n'y touche plus et je ne reviens pas sur mon bureau, sur mon PC et sur mes dossiers pendant que je suis passé en mode privé. Voilà, tout ça coule de source, tout ça semble extrêmement simple et accessible. C'est plus facile à dire qu'à faire et c'est plus facile effectivement de rester connecté que de fermer son PC et de dire c'est bon, là je clôt et maintenant je m'occupe des miens et je m'occupe de moi. Alors, un autre élément dont on s'est rendu compte qui avait beaucoup d'importance, c'est d'arriver à aménager son espace de travail. Alors, je l'ai dit, on n'a pas tous un château où on peut s'installer dans la tour nord, un petit bureau tranquille où on a vraiment la paix. Mais l'idéal, c'est effectivement, c'est d'avoir un espace de travail pour soi qui soit un espace le plus sympa, lumineux, chouette possible, même si c'est une petite table dans un coin, mais qu'on ait un lieu qui soit dédié et dont on ne s'approche pas quand on est en mode privé, et où par contre, effectivement, on peut véritablement avoir tout son environnement de travail, avec un espace de rangement optimisé, ses fournitures, ses trucs, ses machins, tout ce qui fait qu'on peut arriver à bosser. Mais le plus important dans tout ça, et je vais y revenir juste après dans 2 minutes, c'est que autant que possible, le mobilier, l'ergonomie soit un minima adapté. Alors, moi, j'ai carrément des clients qui s'installent chez eux avec des fauteuils de gamer, parce qu'il paraît que ce sont les plus confortables. Alors, moi, je découvre ça, je ne suis pas gamer, je ne savais pas, mais il paraît que c'est les meilleurs fauteuils pour bosser à la maison. Et bien, très bien. En tout cas, l'idée, c'est de dire que il ne faut pas bosser, parce qu'on a vu tous les problèmes de dos que ça a généré, il ne faut pas bosser de son canapé, il ne faut pas bosser où on est sur une chaise qui est super basse par rapport à la table et inversement. Enfin, voilà, il y a un minimum de questions à se poser pour avoir un environnement de travail qui soit à peu près de qualité. Et nous, on a l'habitude, quand on forme nos clients sur le sujet, quand on intervient sur ces sujets-là, en fait, on se rend compte à quel point ce qui peut vous sembler à vous aujourd'hui, probablement, parce que vous êtes sensible au sujet, d'une évidence, mais vraiment criante, et ben en fait, on se rend compte que dans le monde de l'entreprise, bah oui, sur le papier, ça semble logique, mais que peu véritablement le font. Et nous, on se rend compte qu'il y a des effets hyper positifs à rappeler tous ces messages-là. C'est pour ça qu'on vous enverra les slides, parce que c'est vraiment que du bon sens, mais c'est du bon sens qui n'est pas toujours encore véritablement ancré dans tous les réflexes. Alors,
il y a un autre aspect qui est super important, c'est le fait de prendre bien soin de soi. Toutes les études ont montré, y compris encore aujourd'hui, 3 ans après l'avènement du confinement, qui à l'époque avait été et du télétravail généralisé, on s'est rendu compte que euh, euh, généralement l'endroit où on prend le moins soin de soi pendant qu'on travaille, c'est à la maison, parce qu'on n'a pas les codes, qu'on n'a pas les habitudes et qu'on n'a pas les routines habituelles. Par exemple, l'endroit où on mange le moins bien, c'est chez soi, parce que c'est paradoxal, mais plus on est près du frigo, et plus finalement on va moins s'accorder de temps, de repas, de pause avec les collègues pour aller boire un café, prendre manger un morceau à la cantine à midi, s'aérer un peu la tête. Bah, finalement, quand on est chez soi, on est un peu dans une grande cheminée où on décolle pas de son PC, de son téléphone, et on ne fait que ça toute la journée, ce qui évidemment est absolument pas l'idéal. Même chose. Là, on parle de la nourriture et d'arriver à se faire des petits moments de pause où on va s'aérer la tête 2 secondes, sortir à la fenêtre, éventuellement si on a un jardin, aller marcher 10 minutes. Mais c'est vrai aussi pour l'eau. On s'est rendu compte que les personnes en télétravail boivent moins d'eau qu'au bureau. Alors c'est paradoxal, on est à la maison. En fait, ce que ça montre, c'est que on a des codes du présentiel, où on avait nos habitudes, on vient avec notre gourde, notre truc, on a nos habitudes avec les collègues, le café, la pause, le truc, et qu'en fait tout ça, on n'a pas encore réussi à le transposer à la maison, où en fait finalement à la maison, on bosse globalement sur des énormes journées, où on s'accorde extrêmement peu de pauses, avec un rythme extrêmement élevé, et forcément, il y a des moments où le corps en pâtit. Euh, il faut essayer de suivre sa routine habituelle. Ça veut dire que si effectivement le matin vous avez l'habitude de vous lever à 7 heures, bah, les jours de télétravail, il faut aussi se lever à 7 heures. L'idée, c'est de ne pas se décaler dans son rythme de vie et puis d'aérer régulièrement. Alors, il y a vraiment 3 types de pathologies majeures qui sont apparues avec le télétravail. La première, c'est les troubles musculo-squelettiques. En gros, bah, j'ai mal au dos, j'ai mal à la nuque, j'ai mal un peu partout au bras, etc., au cervical. En fait, ça vient des positions qu'on a, ça vient du fait qu'on est assis toute la journée, qu'on ne prend pas assez de pause, qu'on ne se bouge pas toute la journée, etc. Et ça, c'est un grand classique. On ne s'occupe pas assez de soi, et puis on n'a pas effectivement la possibilité d'aller à la salle de pause, dans le bureau d'à côté, voir les collègues, papoter, descendre une demi-seconde avec tout le monde. Enfin, on n'a pas tous ces mécanismes-là, où quelque part, à différents moments de la journée, bah, on s'ébroue, on se bouge, on s'agite un peu plus. Et donc, quelque part, le corps reste figé. Et en plus, pour peu que ce soit mal assis avec table et chaises et autres pas adaptés, évidemment, pour le dos, c'est un cauchemar. Alors, sur une journée, c'est pas grave, sur un mois, ça devient ennuyeux, sur un an, c'est vraiment l'enfer. Et donc, nous, on le voit parce qu'on travaille de très très près avec la médecine du travail et on voit que les études ont montré qu'en fait, les TMS ont explosé. Le deuxième type de pathologie qui a explosé, c'est évidemment sous les troubles ophtalmiques. Bah oui, parce qu'on passe beaucoup plus de temps sur nos écrans et donc on se défonce encore plus les yeux qu'avant. Et donc, évidemment, bah, les ophtalmos le disent beaucoup mieux que nous, la médecine du travail également. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de pathologies de vue qui se sont aggravées ou qui simplement ont émergé à cause de ça. Parce qu'on passe beaucoup plus de temps, comme on est nous là en train de le faire tous ensemble, sur un écran. Et puis, la troisième chose dont on parle enfin correctement, c'est effectivement les troubles psychologiques, parce qu'on va le voir un peu plus loin. Le télétravail sur le papier, c'est top, mais la réalité, c'est que pour beaucoup de personnes, ça a été très très mal vécu au début et que parfois c'est là encore mal. Il y a un sentiment d'isolement, de rupture, il y a un sentiment de moindre reconnaissance. Enfin, il y a beaucoup d'effets d'effets de bord qui sont très négatifs aussi avec le télétravail et dont il faut absolument avoir connaissance, surtout au niveau managérial. Mais ça, on va y revenir dans 5-10 minutes. Donc voilà, c'est vraiment des éléments très intéressants où finalement l'immense majorité des études, des feedbacks qu'on a des professionnels nous montrent que euh, euh, plus on bosse de chez soi et moins on prend soin de soi, d'où l'importance de cette notion de vigilance. Et puis la toute dernière chose, c'est que je l'évoquais tout à l'heure, en fait le télétravail, on s'est rendu compte que pour les personnes qui sont organisées, structurées, assez rigoureuses dans leur façon de bosser, de gérer leur travail, finalement, ça a amené beaucoup d'effets très positifs parce que quand on sait qu'on va être en télétravail, par exemple, le mercredi, bah, je me garde le gros dossier, la grosse proposition, le gros rapport que je devais faire, tous les trucs un peu lourds, un peu complexes qui me demandent de la concentration, et bah, du coup, je vais me les faire en télétravail. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait cette fameuse invitée surprise, comme on l'appelle, qui est une bien meilleure concentration
quand on bosse de la maison en télétravail. D'où l'importance d'avoir une to-do list, de bien gérer sa journée, etc., etc., tout en n'oubliant pas de conserver des liens avec tout le monde dans l'entreprise, en gérant bien ses plages horaires pour avoir des moments où on peut échanger avec les uns et avec les autres, parce que l'homme est un animal social, il a besoin effectivement d'avoir des échanges très réguliers et quasi permanents, et de l'autre d'avoir des plages de travail qu'on se réserve, où on peut se concentrer sur le gros dossier, le gros sujet du moment. Voilà. Donc, on s'est vraiment rendu compte que pour toutes les personnes qui gèrent le mieux leur emploi du temps et leurs tâches, et ben finalement, le télétravail, ça a beaucoup, beaucoup de vertus, dans la limite, en général, de 12 jours par semaine. Toutes les études, vous l'avez sûrement lu autant que moi, là aussi, les études le montrent, le télétravail reste hyper positif en termes d'organisation, globalement, jusqu'à à peu près 2 jours. Après, effectivement, il y a une distanciation sociale, il y a un manque de lien qui fait que ça devient plus compliqué. Alors, vous pouvez me dire, écoute, t'es sympa, on connaît tous des gens dont les entreprises sont complètement dématérialisées, avec des équipes dans plusieurs régions, voire dans plusieurs pays, et qui sont 100% en télétravail. Oui, c'est vrai, ça existe, et là, c'est profondément ancré dans leur ADN, ils ont les habitudes pour ça, ils ont les bons usages, ils font avec, et oui, ça fonctionne à peu près, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, pour les animaux que nous sommes, c'est d'arriver à faire un bon mix entre j'ai du temps où je peux bosser de chez moi avec tous les avantages qu'on a vus et les quelques points de vigilance, et j'ai aussi du temps où je travaille en équipe et je rencontre véritablement et physiquement mes collègues. Voilà. Donc, j'ai fait très rapide pour cette partie-là sur les meilleurs usages, les points de vigilance, des points essentiels, mais c'était important qu'on les partage. Alors, maintenant, je vous propose d'aborder quelques idées reçues sur ce qu'est, sur ce que n'est pas le télétravail. Alors, est-ce que, par exemple, tout collaborateur est automatiquement dans les dispositifs? Eh ben non. Dans la plupart des entreprises, les gens qui viennent d'arriver dans l'entreprise ne sont pas tout de suite en télétravail. Est-ce que c'est un droit pour tous? Eh ben non, pour la même chose. Il peut y avoir des accords d'entreprise où effectivement, dans certains métiers, ça va être possible, certaines fonctions, et dans l'autre, c'est pas le cas. Donc, il y en a très souvent des entreprises où effectivement, on pense que c'est généralisé. Ben non. Alors, une grosse fausse interprétation dans beaucoup d'entreprises, c'est le fait que les salariés pensent qu'ils choisissent seuls leur journée de télétravail. Et en fait, absolument pas, sauf accord très particulier, et nous, on le voit très, très rarement chez nos clients. La réalité, c'est qu'en fait, les journées de télétravail, si elles ne sont pas prédéfinies par l'entreprise, sont prises en cohérence, en cohésion et en accord avec le manager. C'est juste du bon sens, bien sûr. Est-ce que le télétravail est irréversible? Bah non, pas forcément. On peut revenir en arrière du télétravail si effectivement, d'abord l'entreprise le permet. Si on dit que tous les bureaux sont fermés le vendredi parce que tout le monde est en télétravail, là c'est compliqué. Mais sinon, il est complètement possible de revenir en arrière si on vit mal le télétravail. Et nous, on le voit sur le terrain, il y a effectivement des personnes qui finissent par dire que le télétravail, pour elles, c'est un poids et qu'elles n'ont jamais réussi à trouver l'équilibre qui va avec. Oui, oui, ça existe, on en a. Et plus que vous ne le pensez. Est-ce que les horaires est-ce que les horaires ne s'appliquent pas? En fait, si, les horaires de travail sont les mêmes en télétravail et en travail au bureau. C'est la même chose, en fait. On est censé être à disposition de l'entreprise sur les mêmes horaires, de même que la charge de travail est la même. Et de même qu'un salarié en télétravail a exactement les mêmes droits que les autres. Et puis, il y a un truc qui est presque drôle, on va dire qu'on va rire jaune, c'est qu'en fait, dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, on se dit que ah bah non, il est en télétravail aujourd'hui, je ne vais pas le déranger. En fait, si, c'est exactement comme s'il était au bureau, en déplacement, chez un client ou dans une de nos agences n'importe où dans le monde. C'est exactement pareil, c'est la même chose. Donc, pour le dire autrement, le télétravail, c'est exactement comme le travail, mais sur un lieu qui est différent. Donc, imaginez que plutôt que d'être dans votre bureau, votre salon, chez vous, vous êtes dans une agence de votre entreprise, et ben c'est pareil, c'est exactement la même chose. Voilà, donc c'est vraiment tout pareil. Ça sont vraiment les idées reçues les plus courantes qu'on voit sur le terrain et qui finissent par émerger quand effectivement les questions et la parole se libèrent un peu. Et puis, une autre question intéressante, est-ce que je suis obligé de télétravailler de chez moi? Alors, si ça n'est pas précisé dans les accords d'entreprise, non, en fait, on peut télétravailler en théorie de n'importe où, de chez votre belle-mère, de chez vos amis, etc., etc. Après, de votre résidence secondaire, si vous en avez une, ou de votre château, comme on évoquait tout à l'heure, aucun souci par rapport à ça, si encore une fois, ça n'est pas précisé par l'entreprise. Après, il y a quand même une réalité professionnelle qui doit s'imposer. Il faut un environnement de travail qui soit calme, professionnel, sécurisé. Si on fait des visios, il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait juste un environnement de télétravail qui soit un environnement de travail tout court. Voilà. Est-ce que l'entreprise est obligée de fournir tous les équipements et de rembourser les frais? Alors, le législateur, la dernière fois que j'ai regardé, le législateur avait autorisé, mais pas imposé.
Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui le font sur un forfait de 2 euros par jour, par exemple, ou pour certains collaborateurs qui ont besoin d'un matériel particulier, un scanner ou une imprimante ou autre chose, qui viennent équiper spécialement. Donc, ça se fait de plus en plus, mais ce n'est pas encore une obligation. En revanche, oui, il faut que les salariés vérifient que dans leur assurance personnelle, le télétravail est couvert. Donc aujourd'hui, je crois que 99% des assureurs l'incluent automatiquement, mais nous, on conseille généralement de le vérifier parce qu'on a encore eu un cas où on a découvert que dans une police d'assurance, un truc tout petit, en fait, c'était pas inclus. Donc voilà, c'est quand même toujours mieux de le vérifier. Et puis, un autre truc intéressant, c'est est-ce qu'on peut me demander de venir au bureau un jour où je devais être en télétravail? Ben, la réponse est oui, en fait. La réponse est oui. Alors, faut pas le dire évidemment le matin pour 1 heure plus tard, c'est compliqué, mais la réponse est oui, parce qu'en fait, on est à disposition de l'entreprise. Donc oui, on peut me demander, alors pas à chaque fois, parce que là, ça va paraître comme une punition, mais enfin, on peut me demander de venir au bureau un jour où il était prévu normalement que je sois en télétravail, même si c'était en accord avec le manager. Voilà. Une autre idée reçue, bah, si je suis en télétravail, je peux pas aller à un rendez-vous client. Bah, en fait, si, bien sûr que oui, vous pouvez complètement, comme vous partiriez de votre bureau principal, d'une agence, d'un autre lieu, si vous alliez chez un client pour revenir après au bureau, bah là, vous partez chez votre client de chez vous et vous revenez terminer votre journée de travail de chez vous. C'est pas un problème. Et d'ailleurs, regardez le nombre de personnes qui, en fait, vont travailler au bureau le matin, vont après faire un rendez-vous et terminent la journée chez eux. Fine, ça marche très bien. Donc là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. En revanche, non, quand on est malade, on n'est pas en télétravail. Quand on est malade, on est en arrêt maladie. Ça, c'est normal. Pareil, non, le télétravail n'est pas dévolu à garder les enfants malades. Si on a un enfant malade, bon, on pose une journée enfant malade où effectivement, il y a d'autres solutions. Je sais que c'est pas simple dans la vraie vie, mais en tout cas, le télétravail, c'est du travail et on est 100% dispo pour l'entreprise. Ça, c'est la partie pas sympa de mon exposé, hein. Donc voilà. Donc non, quand on est malade ou qu'on s'occupe des petits qui vont pas bien, bah, en fait, on prend des journées pour ça, mais on n'est pas en télétravail, on est véritablement absent parce qu'on bosse pas bien avec une gastro ou 39,5 de fièvre et on bosse pas bien avec un petit qui est à côté avec une grosse otite et qui pleure tout le temps, c'est pas rigolo. Je l'ai vécu, c'est compliqué à faire. Donc voilà. Et puis, bon, évidemment, un accident en télétravail. Oui, c'est un accident du travail, bien sûr que oui, complètement, complètement. Donc, vous vous cassez la figure chez vous en télétravail, ben en fait, oui, c'est répertorié comme un accident du travail. Donc, pour terminer, le télétravail, bah oui, c'est bien une journée de travail comme les autres, c'est bien une pratique réversible selon les nécessités de chacun et évidemment les usages et les règles de l'entreprise. Et non, c'est pas un jour d'absence de congé ou de maladie. Non, c'est pas un surinvestissement dans le travail, pas plus que précédemment. Et donc, ça n'est pas du tout une modification du contrat de travail, ni des missions. Vos missions, votre charge doivent absolument rester les mêmes. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour vos équipes. Donc voilà pour les principales idées reçues. Il y a un autre élément qui est très intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens quand on parle au télétravail. Parce que moi, je peux vous dire une chose, c'est que comme les gens se livrent beaucoup auprès de nous, les équipes, les managers, les dirigeants, en fait, on découvre qu'il y a encore énormément de croyances, de craintes autour du télétravail. Il y a encore pas mal de défiance, il y a encore beaucoup d'interprétations, et vraiment de part et d'autre. Alors, on vous en a fait la synthèse, parce qu'on s'est dit que ça pourrait être sympa de vous les partager. Et d'abord de comprendre que tout le monde n'est pas forcément fait pour le travail à distance. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Certains vont se sentir hyper performants, gagner en temps, en repos, qui vont véritablement tirer profit de cette autonomie, quand d'autres vont vraiment avoir du mal à se concentrer, à gérer leur rythme de travail. Alors, c'est heureusement de moins en moins vrai, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui accompagnent les entreprises et leurs équipes vers le télétravail, mais il faut savoir malgré tout qu'effectivement, il y a cette notion-là, et qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas à l'aise avec ça, mais qui évidemment ne vont jamais oser le dire, à part à nous, ou à part à leur RH, ou à leur manager, quand ce sont des gens sympas et à l'écoute. Alors, c'est quoi les principales croyances? Bah, pour les équipes, c'est l'idée qu'effectivement, bah oui, le télétravail, ça veut dire que le pro va prendre complètement le pas sur la vie privée. Je l'ai évoqué, c'est pas complètement faux, donc c'est un gros point de vigilance. L'autre élément, c'est de se dire, bah attends, si je bosse de la maison, ça va être l'enfer, des distractions de tous les côtés, le bruit des voisins, les enfants qui font du bruit, le conjoint aussi, enfin ça va être compliqué. Ça peut être aussi vrai, c'est une réalité. D'où l'importance de s'imposer une hygiène de fonctionnement, une organisation, un lieu de travail, etc. Il y a une autre peur qui est également, tout ça a du sens, hein, tout ça a du fond quand même, d'où l'importance d'en avoir conscience. Il y a une autre peur qui est très intéressante, c'est la peur d'être isolé. Cette idée qui est de dire, mais finalement,
Si je suis en télétravail, je ne vois plus les collègues, je me sens de plus en plus seul. Toutes ces interactions qui se faisaient naturellement depuis que je suis tout petit dans le monde professionnel, finalement, tout ça, ça se délite et progressivement s'installe une forme de solitude. Et donc, ça, c'est une peur pour beaucoup de gens. Et puis aussi une peur finalement du manque de sollicitations qui vont amener moins de motivation, notamment en raison de l'absence d'interaction. Et donc, il y a aussi la peur quelque part de s'ennuyer, tout simplement. Il y a une autre peur dont les gens parlent peu, mais qui est finalement une réalité chez beaucoup de travailleurs, chez beaucoup de personnes qui bossent à distance, c'est cette notion qui est de se dire, mais finalement, je vais être moins visible. Et donc, ma carrière va en prendre un coup. Je vais être moins dans les projets, je vais être moins au fait de ce qui se passe dans la boîte, je vais moins avoir les tuyaux. Et donc, ça va peser sur ma carrière. De même que je vais avoir une charge qui va être largement plus, je vais filer beaucoup plus de boulot. Et puis, mon manager, il va être super loin. Et puis, quand j'aurai besoin d'aide, il n'y aura personne. Et voilà, ça, si vous voulez, c'est les 8 grandes craintes que peuvent avoir les équipes quand on parle de télétravail et même quand elles font déjà du télétravail. Vous verrez que quand vous interviewez, et nous, on fait souvent des questionnaires confidentiels et on voit que très souvent, ces aspects-là ressortent, même au bout de 2-3 ans d'habitude de télétravail. Donc, il faut avoir ça à l'esprit, il faut en être conscient. Pour les managers, en fait, c'est quoi les grandes trouilles du manager? C'est qu'avec des équipes en télétravail, effectivement, soit hyper compliqué d'organiser l'activité, que je puisse très mal suivre et contrôler ce que font mes équipes, que la productivité, effectivement, soit beaucoup moins bonne, que j'assiste à une forme de désengagement de la part de mes équipes. C'est un peu le miroir, hein, lorsqu'on a vu précédemment, qui est une perte du collectif. Oui, c'est un point important. Et puis, finalement, oui, dans télétravail, il y a téléglandouille. Dans télétravail, il y a télé. Donc, ça veut dire qu'il y aura un véritable relâchement. Alors, la suite, je veux le dire tout de suite, et là, 100% des études le montrent, les personnes qui, avant le télétravail, étaient des gros bosseurs, restent des gros bosseurs après. Voire limite, c'est même plus un problème parce qu'en télétravail, il y a encore moins de limites. Il n'y a pas à prendre le métro, le RER ou la voiture pour rentrer chez soi. Ça veut dire que finalement, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a encore moins de limites. Donc, les très gros bosseurs restent encore plus des gros bosseurs. Et à l'inverse, ceux qui étaient des glandeurs avant restent des glandeurs. Il n'y a pas de changement, c'est exactement pareil. Donc, non, il n'y a pas plus de relâchement en télétravail du tout. Voilà. Et puis, sur effectivement ces craintes et ces croyances, n'oublions pas une toute dernière chose, c'est qu'il y a aussi une crainte pour les collaborateurs qui ne sont pas éligibles au télétravail, dont le poste ne permet pas le télétravail, des postes d'accueil, de support technique local, etc. Il y a pas mal de métiers finalement qui n'y ont pas accès, domaine médical et autres. Et donc pour ces personnes-là, c'est plus compliqué aussi, parce qu'il peut y avoir un sentiment d'abandon. Oui, les bureaux sont vides. Oui, on est en télétravail, les bureaux, on est en télétravail, les gens ne sont pas là, on est 10% de la boîte, ou 5% à être physiquement au bureau, mais c'est complètement vide, c'est glauque, c'est triste. Donc il y a un peu un sentiment d'abandon, il y a un sentiment d'isolement à l'inverse. Je suis seul sur mon open space, mais quelle horreur! Il y a un manque de communication parce que finalement, là où avant, il y avait des choses qui se faisaient très naturellement, en fait, il n'y a plus de com, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus d'informel. Et puis il y a aussi cette peur de se dire, mais si les autres qui sont en télétravail, ils vont moins bosser, je vais récupérer tout leur boulot. Évidemment, tout ça, c'est faux, mais c'est des croyances. Et c'est là que c'est intéressant, et c'est là que il est super important d'en avoir conscience et de savoir, ce qu'on va voir dans 5 minutes, comment agir en tant que manager. Donc, on en arrive à cette dernière partie qui est effectivement importante mais finalement, comment on manage bien à distance. Alors, je vous le redis pour ceux qui sont arrivés un peu après, vous aurez les slides, vous aurez le replay du webinar et vous avez la possibilité de poser vos questions dans le petit onglet Q&R qui est quelque part sur l'écran. Ça dépend de votre version de Teams, mais ça va vous permettre effectivement d'interroger sur quelques points qu'on a évoqués ou de prendre la parole sur des témoignages que vous voudriez faire. Alors, quelles sont les clés pour un bon management à distance? En fait, il y a 8 règles d'or. Donc là, c'est vraiment la synthèse, pareil, de beaucoup d'études, d'observations sur le terrain, etc. L'idée de base, c'est de dire que l'éloignement, les moindres interactions naturelles qu'on a dans le présentiel, que finalement, la distance, tout ça, fait que tous les codes qui étaient inconscients, qui étaient induits par le présentiel, en fait, fonctionnent beaucoup moins bien à distance et qu'il faut véritablement les animer en toute conscience avec de la volonté. Pour le dire autrement, changer ses habitudes de manager à distance demande un effort, clairement, et demande véritablement de re-questionner la façon dont on manage ses équipes.
En d'autres termes, il y a 8 items qui sont absolument clés et qui, en fait, sont des éléments du management qui prennent encore plus d'importance, qui sont exacerbés par la distance. Le premier d'entre eux, c'est l'importance de préserver une proximité avec les équipes, même quand on est à distance. D'autant que si vous, manager, vous êtes en télétravail les lundis, mardis, que vous avez des gens de votre équipe qui le sont le jeudi, le vendredi, il ne reste pas beaucoup de jours pour se croiser. Donc, il est fondamental dans l'esprit des collaborateurs de savoir qu'au moins par sécurité, 1 fois, 2 fois par semaine, il y a un créneau dans l'agenda où il y a de la proximité avec vous, il y a du one-to-one, il y a des échanges, ou ce qu'on appelle des bilatérales dans certaines boîtes. Donc, il y a véritablement un échange entre le manager et le collaborateur. C'est juste la base. Vous le faites généralement, naturellement, dans le monde de l'entreprise, et si vous ne le faisiez pas, c'est qu'il n'y avait pas besoin, parce que en présentiel, ça se faisait souvent tout seul. Et bien là, non, il faut le planifier, il faut l'organiser, et c'est hyper rassurant pour les équipes de savoir qu'elles savent qu'elles auront un véritable moment d'échange avec vous. Alors, évidemment, le mieux, c'est de le faire le jour où vous êtes ensemble au bureau. C'est plus sympa de se voir, mais les visios, ça fonctionne aussi. De même qu'il faut impérativement être ultra rigoureux sur la préservation du collectif. Donc là, généralement, ce qu'on conseille, c'est de dire, bah, écoutez, essayez d'avoir au moins un jour par semaine où toute l'équipe est là et vous faites un point tous ensemble. Les réunions d'équipe, par exemple, c'est le mardi. Voilà, et puis le mardi, tout le monde sait qu'on doit être au bureau ou à n'importe quel autre moment. Et puis, effectivement, on peut aussi faire des réunions d'équipe à distance. C'est moins bien, mais pareil, ça fonctionne aussi. Le plus important, c'est de préserver cette notion de collectif. Le collectif, cette notion d'appartenance, c'est un des 5 premiers leviers d'engagement des équipes de l'entreprise. C'est un des 5 premiers leviers du sens de ce que l'on fait. Donc, la notion de collectif, elle est plus que fondamentale. Alors là, je suis un peu hors sujet parce que ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais le collectif, c'est aujourd'hui encore plus important que ça l'était il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an. C'est fondamental. Le télétravail ne va pas sans l'autonomie. On l'a un peu expliqué tout à l'heure. Donc, l'autonomie, c'est de montrer de la confiance à vos équipes, de ne pas être dans le micromanagement, de ne pas être dans le surcontrôle, mais être aussi dans la transparence de ce que l'on dit et de partager les informations. C'est fini ce temps où celui qui avait le pouvoir, c'était celui qui détenait les infos. Aujourd'hui, ce qui marche, ce qui embarque les équipes, ce qui crée du sens, ce qui crée de l'engagement, ce qui développe la marque employeur, c'est d'avoir des managers qui sont sincères, entiers, qui partagent les informations, qui donnent du sens, qui sont transparents. Moi, j'essaie de le faire tout le temps avec mes équipes et partout chez mes clients, et c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux pour embarquer les gens. Donc, l'autonomie, c'est fondamental et ça passe par de la transparence, mais ça passe aussi par de la précision. Si vous voulez embarquer vos équipes à distance, il faut être ultra précis, ultra clair sur les objectifs individuels et collectifs, sur ce que vous attendez véritablement. Encore une fois, tout ce qui pouvait se faire de façon presque induite avant, via les codes naturels du présentiel, ne se transpose pas naturellement à distance. Il faut en prendre soin, et il faut l'avoir à l'esprit. De même qu'il est fondamental de donner du sens en permanence, et plus on est loin, plus on a besoin d'avoir en permanence un rappel du sens des décisions, des objectifs de l'entreprise, des objectifs individuels, des objectifs collectifs. Il faut encore plus qu'avant expliquer, et il faut également encore plus qu'avant, parce qu'il y a cette distanciation, donner de la reconnaissance, valoriser la qualité du boulot qui est fait, valoriser les projets, les missions de chacune et de chacun. C'est vraiment ça l'idée fondamentale. Et puis, finalement, tout ce que je dis là, je vous l'ai promis au début, ça n'est qu'enfoncer des portes ouvertes et je l'assume. En fait, ce que je dis là, c'est que à distance, les meilleurs codes, ou en tout cas les codes normaux du management sont exacerbés et que des choses qu'on faisait avant de façon ultra naturelle, parce qu'on était dans les mêmes bureaux, les mêmes espaces, et dans le bureau d'à côté, et ben en fait, à distance, on oublie de le faire et il faut avoir cette vigilance-là sur cette petite rosace et ces points clés. Alors, les 2 derniers aspects sont tous des aspects d'organisation, mais dont on s'est rendu compte aussi que ça avait beaucoup d'impact.
dans pas mal d'entreprises, finalement, les gens prennent l'habitude d'utiliser qu'un outil, alors qu'il y a beaucoup d'outils de partage d'infos, de partage de documents, de travail en commun sur des mêmes dossiers, des mêmes fichiers, etc. La puissance des outils informatiques aujourd'hui permet de super bien travailler à distance, ensemble, sur les mêmes projets, les mêmes infos, les mêmes fichiers. Et finalement, tout ce qu'on fait, c'est utiliser Teams sur le téléphone, alors qu'on peut faire 10 fois plus que ça. Donc voilà, il y a vraiment des choses absolument géniales qui sont peu utilisées dans le monde de l'entreprise et qui permettent pourtant d'être super efficaces, même en bossant tous à distance. Voilà. Et puis, dernière chose qui marche super bien, c'est que finalement, le télétravail, on le voit bien, ça s'est généralisé à l'époque épouvantable du Covid et du confinement. Ça s'est ensuite généralisé sur un mode hybride d'environ 2 jours par semaine depuis, pour énormément d'entreprises, en tout cas celles qui le pouvaient, qui le souhaitaient, mais bon, on le voit chez nos clients, c'est dans beaucoup de métiers. Mais finalement, demander à ses collaborateurs comment ils vivent cette période-là, comment on peut faire mieux, comment on peut développer les interactions, comment on peut encore mieux bosser ensemble, et en tant que manager et collaborateur, et au sein du collectif et l'équipe, et ben, ça fait vachement sens. Et c'est vraiment bien de régulièrement remettre l'ouvrage sur le métier pour se reposer la question ensemble et dire, bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre façon de bosser ensemble, comment on peut optimiser les choses, sachant qu'on est tous énormément à distance. Voilà. Donc, ça fonctionne aussi et c'est bien de le faire en collectif. Donc, voilà pour vraiment pour l'essentiel. Alors, j'avais promis de faire 45 minutes sur les slides, et ben on est dedans, donc je suis très content, même si je pense que mon débit de parole était sans doute un peu élevé comme d'habitude. Alors, pour être honnête avec vous, il est toujours assez rapide. Donc, voilà, je fais du mieux que je peux, mais en tout cas, j'ai essayé de vous partager un maximum de feedback, encore une fois, issu de pas mal de retours du terrain, de beaucoup d'études, et tout ça concaténé pour vous faire ces retours qui sont pour la plupart, effectivement, qui coulent de source, mais c'est pas mal de se les entendre dire ou répéter à un moment. C'est en tout cas pour ça qu'on a construit ce webinaire pour vous aujourd'hui. Alors, je propose de passer à une phase de questions-réponses pour effectivement voir si vous avez des questions à nous poser, des remarques sur le sujet. Et moi, je vais en profiter pour boire un peu parce que c'est important. C'est une super bonne question. J'ai un peu évoqué ça tout à fait récemment, mais la réponse est totalement oui. Alors, c'est vrai pour moi en tant que dirigeant dans mes activités, mais je vais surtout parler au nom de mes clients et à ceux que je rencontre sur le terrain. La réponse est qu'effectivement, la façon d'interagir avec les équipes n'est plus du tout la même et qu'il a fallu se repositionner, se re-questionner sur comment je suis hyper clair sur ce que j'attends de la part de mes équipes, à quel moment je crée des interactions, comment je crée des moments d'échange où vraiment on préserve cette qualité d'échange, de co-construction, de partage, comment je préserve le collectif. Donc oui, clairement, alors je vais être un peu vache dans ma réponse, mais je veux dire que pour tous les dirigeants et managers dignes de ce nom, oui, le télétravail a amené une forme de questionnement, qui est un questionnement qui est positif, qui est de dire mais comment je fais en sorte que mes équipes restent super embarquées, super efficaces dans leur travail, même en étant en grande partie à distance. Donc oui, la réponse est totalement oui. Avant, qu'il y a encore moins fait du travail. Alors, la question, c'est comment faire travailler une personne qui n'était pas hyper efficace avant et qui, effectivement, est encore moins en télétravail. Ça, c'est l'enfer. Clairement, c'est absolument l'enfer. Il n'y a pas de réponse magique et j'aimerais bien qu'il y en ait. Ça faciliterait mon boulot parce qu'on a des clients chez qui, effectivement, on a ce problème-là. Et la réalité, c'est que je l'ai évoqué tout à l'heure, une personne qui n'était pas efficace, et puis j'ai été un peu grossier, mais je le disais clairement, une personne qui glandait avant, qui bossait pas beaucoup avant, qui avait un gros poil dans la main, va effectivement couper son poil en commençant à bosser à distance. Ça va plutôt être l'inverse. Surtout si en plus, effectivement, elle n'est pas forcément très à l'aise en télétravail, ça va être encore pire. Donc, il n'y a pas des milliards de solutions, c'est pas magique. Là, on est vraiment dans le bon équilibre de ce qu'on appelle, alors c'est un peu tarte à la crème, exigence et bienveillance. J'aime pas trop parce que tout le monde l'emploie pour dire tout et n'importe quoi, mais bon, l'exigence sans bienveillance, c'est de la tyrannie. Bon, et la bienveillance sans exigence, c'est la complaisance. Voilà. Et nous, on constate dans beaucoup d'entreprises que énormément de managers qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas été accompagnés, finalement, sont énormément dans la complaisance et perdent un peu les codes du management et parfois du recadrage quand c'est nécessaire. Donc, je n'ai pas le contexte et on peut en parler à part par téléphone, on peut prendre une demi-heure pour en discuter un peu, mais
effectivement, le recadrage doit être le même. Après, il faut évidemment essayer de savoir ce qui se passe dans la tête de cette personne plus précisément. Peut-être qu'on est simplement sur une personne qui, avant, n'était pas super efficace et qui, là, en fait, a perdu totalement tous ses points de repère parce qu'elle est mal accompagnée, qu'elle n'est pas hyper bien managée à distance. Je ne sais pas le contexte, donc je ne juge pas. Ou qu'effectivement, elle n'a pas les codes. Donc voilà, il peut y avoir 1000 raisons qui expliquent ça. Bon, par expérience, des personnes qui n'étaient pas hyper efficaces avant et qui le sont encore moins en télétravail, c'est pas super simple à remettre d'aplomb. Je suis transparent avec vous. Je veux dire que dans 10 à 20% des cas, on arrive à rectifier le tir. Mais malheureusement, c'est pas si simple parce que tout ne nous appartient pas. Hein. Après, on n'est pas forcément tous des psys, même si on est un peu formé sur le sujet. On n'est pas forcément dans la tête des gens. Donc, on fait ce qu'on peut, du mieux qu'on peut, mais on n'est pas dans leur tête et dans leur levier de motivation. Voilà, c'est du management de base et du dialogue. Alors, avons-nous des outils d'animation pas chers? Animation, je suppose, dans le sens interaction. Bon, on va dire que c'est ça. Alors, les outils pas chers de l'interaction et d'animation des équipes, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on se rend compte chez les clients sur le terrain qu'en fait, on a des outils géniaux qui s'appellent Microsoft Office dans énormément d'entreprises, voire Google et compagnie. J'aime moins parce que c'est moins puissant, que c'est moins intuitif, mais ça fait le job quand même. L'idée, c'est de dire qu'en fait, il y a énormément d'outils, y compris des outils maintenant gratuits, inclus dans les abonnements 365 de Microsoft, qui sont topissimes, qui permettent de façon ultra native de super bien bosser tous ensemble à distance sur plein de sujets que je ne vais même pas lister maintenant, mais et c'est exceptionnel de qualité. Après, c'est aussi évidemment tous les outils de Teams, de Visio, etc. Nous, on a un client où ils ont mis en place, par exemple, le café du matin. Ils font la météo du matin, ça dure 15-20 minutes et ça leur permet d'avoir ces moments d'interaction. Donc, je pense que l'immense majorité des outils qu'on a, qui sont déjà inclus dans les abonnements que payent les entreprises, sans surcoût, sont déjà absolument top et permettent de faire 98% de ce qui est nécessaire. Dans le sens fédérer le collectif, bah oui, donc on revient bien là-dessus. Mais moi, je ne change pas d'avis sur le fait que dans le meilleur des mondes, il faut arriver à avoir une alternance entre des points à distance, individuel, collectif, et des points en présentiel, individuel, collectif. Le bon équilibre, il est vraiment entre les deux. Pas 100% de l'un, pas forcément 100% de l'autre, mais arriver à alterner et quand même avoir des moments où on se voit et on fait un véritable échange. Et ça veut dire que ces échanges, c'est effectivement davantage de ce qu'on appelle du temps social, de l'échange, de l'interaction, un café, un point équipe, un point projet, mais des moments où on se voit, où on échange, parce que cette notion de collectif, elle est fondamentale. Et si vous regardez aujourd'hui les entreprises où il y a énormément, beaucoup de, alors soit de quiet quitting, soit véritablement de la démission pour 1000 raisons, très souvent, il y a une très forte perte du collectif, et la perte du collectif amène la perte de sens amène la perte de l'engagement, et donc amène la démission d'une façon ou d'une autre, quelles que soient les modalités. Alors, ce serait mensonge. Alors, la question, c'est est-ce que, à la suite, la généralisation du télétravail et la prise en compte de tous ces aspects-là, on ressent une meilleure prise en compte de la qualité de vie au travail chez nos clients? Alors, ce serait mensonger de dire que d'une façon générale, toutes les entreprises auprès desquelles on intervient ont très largement amélioré leur accompagnement de l'humain, la qualité de vie, les conditions de travail, etc. En revanche, il y a une démarche, il y a une volonté. Là où avant on était véritablement dans les concepts, le human washing, le bullshit, le mensonge, on fait semblant d'être humain, de s'intéresser aux gens, et puis en fait on en vire 200 le lendemain, ce que j'ai vécu dans les groupes où j'ai travaillé, ce qui m'a insupporté. Ça, c'est que du mensonger. C'était même pas de l'intention, c'était du mensonge. Aujourd'hui, les entreprises basculent dans on sait que c'est important, degré ou de force. Soit on a compris que c'était important et tant mieux, soit finalement, on subit le fait que oui, les humains, c'est important. Et finalement, finalement, on se rend bien compte que oui, tout ça, c'est devenu quelque chose de fondamental. Donc, pour répondre à la question, je réponds à côté, j'en suis un peu désolé, et ma réponse est un peu longue, mais
Il y a une bien meilleure prise de conscience de l'importance de la QVCT dans beaucoup d'entreprises, mais énormément d'entreprises ont besoin de se faire accompagner sur les solutions les plus efficaces et les plus rapides à mettre en œuvre. Parce que quand vous tapez sur Internet QVCT et meilleure solution, bah soit effectivement derrière vous avez que ça à faire, ou vous avez une équipe de 50 personnes dédiées à ça, soit vous avez des budgets illimités, soit vous avez des prestataires dans tous les sens, et vous ne pouvez pas tout faire, tout ce qui est possible dans le meilleur des mondes. Donc, il faut faire des choix, il faut faire les meilleurs choix par rapport à votre entreprise. Voilà, c'est là que les gens comme nous et comme d'autres interviennent. Et c'est ça, en fait, l'idée. Donc oui, en tout cas, la super bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui ont conscience que prendre soin de leur équipe, c'est quand même super important pour 1000 raisons. Ça a été longue ma réponse, hein. Alors, ça, c'est vraiment, je suis désolé, c'est compliqué les réponses de Normand. J'aime beaucoup les Normands, hein, c'est pas le sujet, mais c'est vraiment très spécifique au rapport de confiance qu'il y a dans l'entreprise. Bon, d'abord, vous avez des cadres qui sont sur des forfaits, sur des forfaits heures et qui, quelque part, organisent leur temps en théorie comme ils le souhaitent. Bon. C'est vrai dans la plupart, enfin dans beaucoup d'entreprises. Ensuite, c'est une question de confiance. Moi, je pars du principe, et c'est vrai d'ailleurs ce que moi j'applique avec mes équipes, c'est que si le boulot est super bien fait, si quelqu'un a besoin de prendre 2 heures dans la journée, mais que le boulot est très bien fait, ou rattraper le soir ce qu'il y a besoin, pour moi, c'est un non-sujet. Je pense que le rapport de confiance est devenu fondamental et qu'on ne peut pas être sur un mode où effectivement, on surveille le temps de travail des équipes et en particulier le temps de travail des cadres, puisqu'en plus, il y a des conditions légales derrière tout ça. Donc, pour moi, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un problème. Si la question se pose, c'est peut-être qu'il y a un problème, soit dans la façon de manager, parce qu'il y a du micromanagement et qu'on va absolument tout verrouiller, tout savoir ce que font les gens, soit il y a un problème parce qu'effectivement la personne est pas assez engagée, qu'elle a un job où, bien que cadre, elle doit être en permanence à disposition de l'entreprise parce qu'elle doit faire de la hotline à distance ou que sais-je. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'elle n'est pas pro, qu'elle ne remplit pas ses objectifs. Donc voilà, il peut y avoir un problème côté manager qui flic ou côté collaborateur qui ne fait pas le job, mais sinon, s'il n'y a pas de contrainte, s'il n'y a pas de sujet par rapport à ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Je suis sur un mode de fonctionnement, moi, qui fonctionne à la confiance, et je pense qu'il n'y a que la confiance dans l'immense majorité des cas qui amène du positif et qui amène de l'engagement des équipes. Alors, je sais qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, je sais que quand on donne sa confiance, 9 fois sur 10, on est hyper content, et 1 fois sur 10, on est hyper déçu, mais je pense que les 9 fois sur 10, où on fait confiance, on explique pourquoi on fait confiance, et où quand même derrière, on manage, on suit, on accompagne, finalement, on est hyper content du résultat. Ça, ce sont mes croyances et mon expérience. Et on n'a plus de questions. Eh bien, écoutez, on est complètement dans les temps alors, puisqu'on finit 5 minutes avant. On avait promis que ça ne dépasserait pas 1 heure. Alors, grâce à mon débit de parole épouvantable et hyper élevé, finalement, on a fait tout ça avec les questions-réponses en 55 minutes. Donc, comme promis, donc je redis pour ceux qui sont arrivés à la fin, vous retrouverez demain tous ces slides qu'on vous a présentés aujourd'hui. On vous les donne, on vous les offre, donc on va vous les envoyer. Vous retrouverez également le replay de ce webinaire si vous voulez l'écouter à nouveau. Et puis, comme promis, je vous ai remis mes coordonnées ici côté Bérénice Conseil. Vous avez mon email. Vous avez le site web si vous voulez aller voir nos vidéos, nos articles, parce qu'on écrit énormément. On a des livres blancs, on a beaucoup d'articles, on a beaucoup de choses. De même, on vous enverra tout le lien vers le blog Demos qui est absolument génial, où il y a beaucoup de choses. Et donc voilà, n'hésitez pas à me contacter directement si vous avez un truc que j'ai dit trop vite, qui n'était pas assez clair, pas assez développé, ou que vous voulez approfondir. Aucun problème par rapport à ça. Ce sera avec plaisir. Voilà, un immense merci à toute l'équipe de Demos qui a organisé avec nous ce webinaire. C'était vraiment chouette de partager avec vous. On aurait pu passer une semaine sur tout ce qu'on a dit là, tellement il y a à dire. Là, on vous a vraiment fait la partie ultra émergée de l'iceberg, mais j'espère qu'on a réussi à vous apporter des éclairages ou des confirmations sur des choses que pourquoi pas vous savez déjà, mais au moins des choses qui vous soient utiles. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir aujourd'hui de parler avec vous et devant vous. Merci beaucoup. Au revoir.